Bonsoir monsieur, si vous pouvez rapidement vous présenter et puis nous indiquer le sujet que vous avez choisi de présenter. Je m'appelle Céline Zoubir, je suis en deuxième année de droit et j'ai décidé de vous présenter le sujet doit-on payer les frais de port sur la marchandise halal? Très bien, félicitations pour votre originalité. Et vous avez la parole. À la question de savoir s'il convient de payer les frais de port sur les marchandises halal, mesdames, messieurs concis, je tâcherai de me montrer. Ne cherchez ni queue ni tête à mon entreprise, la queue dans sa dimension la plus grivoise est amputée, quant à la tête, dans une dimension peut-être un peu moins solidaire du tronc, est égorgée. Encore un sujet épouvantail pour parasiter notre actualité. Mais passons sur les époux et affranchissons-nous plutôt du ventail à l'origine de notre cécité. Alors même que les citoyens de ce pays se fichent de savoir s'ils ont dans leur assiette un saucisson halal ou un saucisson à l'ail, on nous bassine à longueur de journée d'agitateurs qui se font un malin plaisir de nous présenter le lard ou la manière de s'en payer une bonne tranche. Je ne vois pourtant là rien de risible, seulement un énième moyen de nous diviser. Diviser les frais par contre, certainement pas. C'est à croire que la diversité sémantique du frais ne parvienne pas à rendre le législateur frileux quand il s'agira d'en créer de nouveaux. Qui osera dire qu'il ne se sent pas assez accablé par tous les frais qui viennent s'ajouter aux actes du quotidien? Qui donc? Il convient alors de s'interroger sur la pertinence de créer de nouveaux frais pour un type de marchandise destiné à une partie de la population. Partie de la population qui, si les statistiques fondées sur les appartenances religieuses n'étaient pas prohibées, ne relèverait, semble-t-il, pas de la tranche la plus aisée. Pourtant pas très cachère, on sait que l'achat de viande halal représente déjà un surcoût pour son consommateur. Je sais ce que vous allez me dire. Personne n'est obligé de substituer sa consommation de porc à de la viande halal. Quant à moi, je trouve plutôt rassurant que des individus s'obligent. S'ils trouvent un support à leur vertu dans la consommation d'une viande abattue suivant certains rites, grand bien nous fasse. Et nous aurions tout à gagner à les encourager. Ne convient-il pas de retenir simplement que la population qui nous intéresse n'est qu'en quête d'exigence envers elle-même et que de ce fait, nous ne pouvons qu'avoir que de la considération à son égard? Quelles intentions se cachent derrière la volonté de condamner la piété de certains individus, sinon de vils appétits politico-économiques? Aucune. Cela n'est même pas fait de façon courageuse. Comme l'œuvre de cours rageux, cette question est en réalité tout ce qu'il y a de plus lâche en ce qu'elle ne nomme pas la bête à abattre. Mais loin d'être un mouton, il serait plus sage de s'en méfier. Il est en effet surprenant, mesdames et messieurs, que les choses n'aient pas encore tourné au vinaigre dans cette affaire, ou qu'elle n'ait pas plutôt fini en eau de boudin, dans le matraquage médiatique auquel nous avons droit chaque jour qu'elle l'a fait, serait susceptible de rendre violent le plus doux des cochons d'Inde à la fin. Faudra-t-il un jour une boucherie, une charcuterie en l'occurrence, pour que ne cesse ce genre de questions nauséabondes? Nous n'avons malheureusement pas besoin du porc pour acheminer jusqu'à nous pareil sujet. Il semble au contraire limpide que l'on ait de cesse de remuer un couteau dans une poitrine pourtant bien béante. Un peu de répit ne ferait de mal à personne, mis à part peut-être à l'audimat. Mais pourquoi se plaindre, me direz-vous, alors que davantage de coûts, c'est davantage de profit, non? Plus il y a de coûts, plus il y en a sectionnés. Certes. Alors oui, d'aventure en aventure, de train en train, et vous l'aurez deviné, de port en port, jamais encore, je vous le jure, n'avais-je eu à défendre d'intérêts carnassiers. Je m'en félicite, tant ce sujet semble bouché. La mode avait pourtant plutôt l'air d'être à la flore qu'à la faune. La rhubarbe, la salade ayant remplacé le séné, les courgettes qui végètent dans nos chères assemblées, sans parler des différentes juridictions, qui du parquet au siège sont en fait plus près des cabinets. Sauf votre respect, on ne peut que déplorer la futilité du thème, tant la vigueur et la conviction avec laquelle je compte l'exposer est en décalage avec les hypothétiques enjeux qu'il représente. Qui cela intéresse-t-il au fond de savoir que les marchandises halal seront soumises ou non à une nouvelle taxe, sinon mes camarades fiscalistes, que je tiens, cela dit, en plus haute estime? Les consommateurs que nous sommes ne seraient-ils pas davantage sensibles aux conditions d'abattage ou d'hygiène du bétail?
Les citoyens que nous sommes ne sont-ils pas simplement intéressés par les raisons pouvant être à l'origine de frais de port spécifiques aux marchandises halal? Mais il semble bien que plus personne ne cherche d'explication à quoi que ce soit de peur d'excuser. Le pardon n'était-il pourtant pas une vertu avant que la valse exécutive ne vienne nous expliquer qu'il s'agit là d'un vice? Au-delà de ces digressions, et si l'on s'en tenait à la loi, l'article 225-1 du Code pénal dispose que, je cite, « constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion déterminée. » Vous allez me dire, si elle se mange et qu'elle est même parfois bien pendue, la langue d'un cochon n'a jamais su nous dire sa confession. Dès lors, la question qui nous intéresse ne se pose plus, puisqu'y répondre par la positive serait illégal. Plusieurs jarrets de la Cour de cassation sont d'ailleurs venus corroborer cette espèce, porcine paraît-il. Il est aberrant de considérer une seule seconde que les marchandises halal puissent être soumises au joug du porc. D'ailleurs, on n'en fait rien d'autre que de la daube. En effet, même si tout est bon dans ce charmant porcin, certains morceaux se prêtent mieux à certaines recettes que d'autres. Le jarret à la cour, déjà évoqué, et devant laquelle il est préférable de courber l'échine, le profane, qu'il est facile de prendre pour un jambon, le groin, passé expert, prélart de débusquer la truffe. Passons sur le travers de la gorge, pour justement atteindre le collier, en passe de nous faire perdre la tête. Si quelqu'un compte faire payer des frais de port à l'endroit des marchandises halal, eh bien qu'il le choisisse avec la plus grande des précautions, son endroit. Bon courage si les marchandises transitent par le port de Marseille. Je vous déconseille également de Calais. Il aille plutôt chercher la tranquillité au port du Havre. Il paraît qu'on y a la paix. De toute façon, pourquoi payer des frais de port quand les marchandises halal ne sont pour la plupart pas importées, sinon depuis les pays membres de l'Union européenne, que leur transport est protégé par les conventions européennes, qui ne sauraient supporter une différence quant aux taxes réservées à ces produits. Une viande n'est pas halal en raison de sa provenance, elle est seulement halal lumière de son abattage. Voilà ce que l'on cherche à nous faire croire en réalité, que les marchandises viennent d'un ailleurs qu'il conviendrait de taxer. Encore un argument en faveur de l'idée selon laquelle cette question n'est que pure provocation pour les uns et alimentation de la vindicte pour les autres. Curieux quant à se souvenir que les Huns étaient un peuple païen du nord de l'Europe et que le vin dictait non sans mal leur comportement. Cette question n'a plus rien à cracher. Elle est obsolète. Elle sent le lisier dans lequel les porcs se roulent. Elle est tendue comme un piège à marcassins dans lequel il est inévitable de tomber. Elle hurle, comme hurlerait de douleur le pauvre animal, nous suppliant de l'en défaire pour qu'il aille rejoindre sa mère, notre mère, la Méditerranée. S'il fallait en finir, saisissez une lame bien aiguisée, tenez-vous droit comme un mec, et quick, c'est terminé.